et je vais commencer. Du coup, je voulais faire un petit topo qui est ouvert à des questions, interventions dans le chat si besoin. N'hésitez pas, voilà, j'ai rien de très précis de prévu comme présentation, mais je me disais que ça pouvait valoir le coup de faire une petite présentation de quelques institutions qui peuvent représenter des voies de recours, des aides, des autorités pour faire valoir ses droits dans les situations professionnelles, dans les situations d'emploi. Euh, du coup, je pense que je vais commencer par l'inspection du travail, puisque j'ai bossé là-bas pendant 12 ans, ouais, 12-13 ans. L'inspection du travail, je vais pas faire non plus un exposé de plusieurs heures parce que j'aurais beaucoup à dire vu que j'y ai bossé. Mais les infos les plus utiles, on va dire, euh, ça va être déjà à qui ça s'adresse. L'inspection du travail, elle est compétente pour toutes les entreprises qui embauchent au moins un salarié privées ou certaines entreprises publiques à caractère industriel et commercial, donc qui embauchent des gens en contrat de droit privé. Et donc, au contraire, pas toutes les fonctions publiques et les établissements publics. Mais par contre, ça marche pour les associations qui embauchent des salariés de droit privé. Ça marche pour même les sociétés d'exercice libéral si elles ont des salariés, etc., etc. Et quand on dit qu'ils embauchent au moins un salarié, c'est que par contre, c'est pas compétent pour les artisans, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, les entreprises unipersonnelles, etc., etc. Sauf sur certains trucs, dans le BTP par exemple, les artisans, même indépendants, sont soumis à certaines dispositions en termes de santé et de sécurité. Mais bon, c'est un petit peu particulier. Sinon, l'inspection du travail, voilà, elle contrôle les entreprises, on va dire au sens large. Euh, alors, elle est organisée géographiquement. Il y a donc un agent de contrôle ou une agente de contrôle par secteur. Il y a ces secteurs, il y en a selon les départements, il y en a plus ou moins. Euh, il faut savoir que il y a à peu près maintenant à peine plus de 1500, peut-être 1700 inspecteurs du travail, agents de contrôle en France, pour contrôler à peu près 1,5 million d'entreprises. Donc c'est-à-dire que chaque agent de contrôle a contrôlé à peu près 1000 entreprises. Donc ça fait beaucoup. Et donc ils ont pas le temps de contrôler grand chose. Les moyens s'effondrent. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis barré moi, hein, clairement, parce que ça commençait à devenir difficile de faire correctement ce boulot. Après, ils peuvent vous aider quand même, parce que c'est quand même pour ça qu'ils sont là et que voilà, c'est le but. Donc déjà, pour savoir comment contacter l'agent de contrôle, il y a une petite astuce, c'est de chercher l'annuaire de l'inspection du travail sur Google et même de taper ArcGIS, ARCGIS, plus loin inspection du travail et après le nom de votre région. ArcGIS, c'est un outil de cartographie statistique et c'est cet outil qui est utilisé par les différentes directions
de l'inspection du travail pour héberger leurs annuaires. Et des fois, sur les sites des directions qui s'appellent les DRETS ou la DRIETS en Ile-de-France, c'est pas facile de trouver la page où il y a cet outil. Alors que si vous cherchez dans Google directement ArcGIS, inspection du travail Auvergne-Rhône-Alpes, inspection du travail Bretagne, ArcGIS, et vous allez tomber normalement sur l'annuaire. Et après, il y a un outil cartographique où vous rentrez l'adresse de votre employeur ou du site en tout cas où vous travaillez, de votre établissement, et ça vous donnera et le régime aussi parce que il y a quelques spécificités. Il y a certains agents de contrôle, certaines sections d'inspection spécialisées en agriculture ou dans les transports où c'est pas forcément les mêmes secteurs. Bon, je vais pas aller en détail, mais du coup, voilà, et ça vous donne le nom de l'agent de contrôle et le numéro de téléphone de l'unité de contrôle, parce que les sections d'inspection, donc chaque secteur géographique où il y a un agent de contrôle, sont regroupés dans des unités de contrôle où il y en a à peu près 8 à 10. Et selon les départements, selon le nombre d'entreprises, la population qu'il y a, il y a il y a plus ou moins d'unités de contrôle. Genre à Paris, il y en a une 17 ou 18, un truc comme ça. Dans les Hauts-de-Seine, il y en a, je crois, 10 ou 11 ou 12, je sais plus dernièrement. Et dans la Meuse, il y en a qu'une. En Moselle, il y en a 3. Je dis ça parce que j'ai bossé en Moselle. Voilà, enfin, ça dépend de la population et du tissu économique. Et donc ça vous donne le numéro de téléphone. Alors vous pouvez essayer d'appeler, il y a des chances que vous ayez pas de réponse parce que c'est difficile d'appeler l'administration. Pas parce que les fonctionnaires sont des feignants, contrairement à ce qu'on veut bien faire croire aux gens, mais parce que en fait on a viré à peu près tous les agents de catégorie C. Donc c'est catégorie C, c'est les fonctions support, on appelle ça les fonctions administratives, d'appui, de secrétariat, on va dire, pour parler un peu moins neuf langues. Et du coup, il y en a très très peu, il y en a beaucoup beaucoup moins. Et donc, tout simplement, ça suffit pas pour gérer les secrétariats, les standards d'un tel nombre d'appels. Et il n'y a pas de remplacement quand il y a des arrêts maladie ou des choses comme ça. Donc c'est pas facile de joindre par téléphone. De toute façon, le téléphone c'est pas forcément le plus efficace et le plus, comment dire, le plus pertinent pour joindre l'inspection du travail, parce que vous allez poser des questions d'ordre juridique et les personnes que vous saisissez vont devoir vous répondre de manière juridique. Et du coup, c'est beaucoup mieux d'écrire des mails. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un retard conséquent dans la réponse à un mail, là encore, par cause de manque de moyens humains, parce que sur les 1500 agents de contrôle à peu près qu'il y a en France, il y a beaucoup plus de secteurs que ça, et donc chaque agent souvent a, en plus de son secteur, un ou deux secteurs en plus dont il fait l'intérim parce qu'il n'y a personne dessus. Enfin, c'est vraiment la catastrophe, hein. Et du coup, il faut aller à l'essentiel. Et donc, par mail, il faut poser les questions de manière la plus juridique possible. Alors, vous n'êtes pas tous et toutes juristes, donc il faut essayer au moins de caractériser où est-ce que vous travaillez, depuis combien de temps, quel est votre intitulé de poste, quel est le nom de l'entreprise exacte, quel est le site où vous travaillez, quelle est votre convention collective, votre intitulé de grade ou d'échelon dans la convention collective sur votre fiche de paye. Éventuellement d'ailleurs joindre une ou deux fiches de paye en pièce jointe et éventuellement votre contrat de travail. Ça répondra déjà beaucoup de questions que l'agent de contrôle vous poserait avant de pouvoir de toute façon vous répondre. Donc si vous pouvez mâcher un petit peu le travail à l'agent de contrôle en le saisissant, vous avez d'autant plus de chances qu'il vous réponde et qu'il vous aide. Donc moi je sais, quand j'ai fait ce boulot, il y a tellement de trucs qui arrivent tous les jours, des urgences, des accidents, des machins, il faut se déplacer dans les entreprises du secteur, etc.,
que les demandes qui arrivaient par mail et tout, ça pouvait m'arriver de laisser passer 10 jours, 2 semaines sans y répondre, et donc n'hésitez pas à relancer au bout d'une semaine, 2 semaines. C'est pas que la personne ne veut pas vous répondre ou qu'elle est de mauvaise volonté ou quoi, c'est que bah il y a plein de trucs qui à gérer, et plus vous donnerez d'éléments en décrivant votre situation de la manière la plus factuelle possible, avec un déroulé, des faits. Si c'est une question que vous posez sur votre rémunération, on va dire jusqu'à telle date j'ai été payé tant, et joindre les fiches de paye où vous étiez payé tant, et à partir de tel mois j'ai été payé 172,38 € de moins, et vous joignez les fiches de paye où vous êtes payé 172,38 € de moins, et voilà, j'ai pas compris, j'ai demandé à ma RH, vous joignez le mail que vous avez envoyé à votre RH et on m'a pas répondu, ou alors on m'a répondu si ça, mais j'ai l'impression qu'on me mène en bateau. Tout ce que vous pouvez mâcher comme travail, et ben ça donne voilà plus de chances qu'on vous réponde et qu'on puisse se saisir de votre demande et intervenir auprès de l'employeur. Parce que c'est ça, donc le but de saisir l'inspection du travail, c'est que l'inspection du travail intervienne auprès de votre employeur pour demander à respecter une norme de droit du travail. Ça peut être le code du travail, ça peut être les engagements conventionnels, donc ce qui est dans la convention collective, ou même des engagements contractuels, donc ce qui est prévu dans votre contrat de travail à vous, mais qui est donc accepté et normalement obligatoire pour l'employeur. Et c'est pour ça qu'il faut lui donner à l'inspection du travail tous les moyens de vérifier quelles sont les règles qui s'appliquent à votre situation pour qu'il puisse aller les vérifier lui et qu'il sache est-ce que il y a effectivement un manquement, parce qu'il se peut parfois que l'employeur il soit dans le juste et que en fait vous ayez pas compris un truc, ou que on vous ait mal expliqué un truc. Bon, ça arrive quand même aussi beaucoup que les employeurs vous entubent et qu'il y a effectivement un moment, mais dans ce cas il faut que voilà que l'agent de contrôle puisse identifier assez vite ce que voilà qu'est-ce qui est applicable ou pas. Après euh, du coup la deuxième étape, c'est que alors l'agent de contrôle il va vous répondre, éventuellement vous demander des compléments et tout. Il va toujours vous demander si vous voulez qu'il intervienne en votre nom auprès de l'employeur. Parce que c'est même si vous l'avez saisi en disant ouais je veux savoir ça, mon employeur il fait ci ça, il va vous demander spécifiquement ça parce que ils sont astreints à une confidentialité des plaintes, ce qui est quand même vachement bien parce que ça protège les salariés. C'est que tant que vous avez pas donné explicitement noir sur blanc, alors noir sur blanc ça peut être par mail, hein, mais en tout cas euh, textuellement, l'autorisation à l'agent de contrôle d'intervenir pour votre compte auprès de l'employeur, il ne mentionnera pas que vous l'avez saisi, et même il ne mentionnera pas que quelqu'un l'a saisi. Éventuellement, ce qu'il peut faire, c'est si votre situation a besoin d'être vérifiée, vous lui demandez de la vérifier, mais vous n'avez pas envie de vous griller auprès de l'employeur, ce qui est quand même une situation assez courante, parce que c'est pas rien de saisir l'inspection du travail. Vous pouvez dire, j'ai pas envie que vous disiez que ça vient de moi et que je risque de me faire griller. Dans ce cas, ce qu'il peut faire, et ce qu'on fait, enfin moi je le fais plus, mais ce que les agents de contrôle font souvent, c'est qu'ils font des contrôles de routine dans les entreprises de leur secteur, et ils vont contrôler un certain nombre de choses, et au hasard, au milieu des choses qu'ils vont contrôler, ils vont contrôler le respect de la règle qui semble être litigieuse dans votre cas, mais sans aller chercher spécifiquement votre fiche de paye à vous ou machin. Ils vont demander un échantillonnage de tous les salariés arrivés entre il y a 1 an et il y a 5 ans, et par hasard vous êtes arrivé il y a 2 ans, mais pour faire en sorte le plus possible
de ne pas vous trahir, ou en tout cas de ne pas voilà vous mettre en porte-à-faux. Alors quand c'est des toutes petites boîtes avec un ou deux salariés, bon bah c'est d'autant plus difficile. Ils vont vraiment insister sur le fait qu'ils font un contrôle de routine. Ils vont d'ailleurs, si vous êtes allé les voir à leur bureau en permanence pour les saisir, parce qu'il y a des permanences physiques aussi, même si je pense qu'il y en a de moins en moins parce qu'ils n'ont pas le temps, mais normalement il y en a. Et ben ils vont arriver dans l'entreprise, ils vont pas vous dire ah bonjour madame machin, bonjour monsieur machin, comment allez-vous depuis la dernière fois. Ils vont faire semblant de jamais vous avoir vu, ils vont pas vous reconnaître, ils vont vous dire bonjour peut-être, mais juste comme ils diraient bonjour à un inconnu. Euh, c'est normalement à ça qu'on est astreint pour vraiment pas faire risquer son emploi au salarié qui nous a saisi. Donc voilà. Donc et ça c'est à savoir parce que beaucoup de gens croient que saisir l'inspection du travail, c'est sortir l'artillerie lourde, c'est ça y est, je déclare la guerre à l'employeur, du coup je le fais pas parce que j'ose pas, parce que quand même c'est aller loin, est-ce que vraiment, et je vais me griller et tout. Et en fait, non, c'est pas plus l'artillerie lourde qu'autre chose. Et de toute façon, on est dans une guerre de classe et le patronat, l'artillerie lourde, il la sort en permanence contre nous. Et donc, si nous, on a une artillerie légère, parce que l'inspection du travail, il faut pas se mentir, c'est une artillerie légère et pas du tout une artillerie lourde, et ben au moins, voilà, faisons-le. Et en fait, non, il n'y a pas vraiment de risque en fait à saisir l'inspection du travail. Le plus grand risque que vous courez, c'est surtout qu'elle vous réponde pas. Et malheureusement, ça arrive. Je sais que ça arrive et que c'est frustrant. Et je peux pas dire que ça n'existe pas, mais en mâchant au maximum le travail, et en donnant le plus d'éléments et en indiquant dans votre saisine, dans votre mail ou dans votre courrier, hein, ça peut être par courrier papier aussi, mais bah, que la situation est grave ou en tout cas urgente ou en tout cas qu'elle a des conséquences difficiles en termes soit de rémunération, soit de sécurité au travail, soit de maladie, des choses comme ça, bah il y a des chances que quand même on vous réponde. Et en tout cas, mettront pas en porte-à-faux votre place, etc. Tout sera fait pour maintenir cette confidentialité-là. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un droit qui vous est ouvert et c'est gratuit et c'est un service public quoi. Donc voilà, c'est quand même un truc à savoir. Alors après justement, je disais c'est pas une artillerie lourde. Euh, Parce que en fait, on croit que les employeurs ont peur de l'inspection du travail, et en fait, c'est pas vraiment vrai. Les employeurs détestent l'inspection du travail, ça c'est vrai, parce qu'ils aiment pas que l'inspection du travail puisse rentrer dans leurs locaux à toute heure d'ouverture des établissements, parce que c'est le cas, et surtout faire des contrôles sans prévenir, parce que c'est le cas aussi. L'inspection du travail, la plupart du temps, fait des contrôles sans prévenir, en arrivant en disant bonjour, bah, je vais contrôler l'établissement, sortez-moi tous les papiers, et on va visiter tous les locaux, et on va aller fouiner dans tous vos placards et tout. Et ça, ils aiment pas du tout, parce qu'on peut comprendre qu'ils aiment pas, hein, mais enfin c'est comme ça, c'est la loi. Par contre, ils ont pas tellement peur, parce qu'en fait, à part ça, les pouvoirs, et notamment les pouvoirs de sanction de l'inspection du travail sont pas giga lourds, quoi. L'inspection du travail elle a la possibilité de verbaliser des infractions, alors comme ça fait un peu peur. Sauf qu'en fait, verbaliser, ça veut dire rédiger des procès-verbaux qu'elle envoie au parquet, au procureur, et le parquet, le procureur, il se torche avec joyeusement. Il y en a déjà un tiers de ces PV qui disparaissent totalement dans la nature, donc on n'en a même plus aucune trace, c'est-à-dire que le parquet, juste il les fout à la poubelle, il ne sait même plus où ils sont, il n'en a même plus trace, il a perdu les dossiers, un tiers. Il y en a après une grosse moitié qui ne débouchent jamais sur rien, qui sont classés sans suite ou qui sont jamais audiencés, etc. Et après, il y en a bah, du coup un petit sixième ou un truc comme ça qui éventuellement vont être audiencés. Et alors là, le temps que ça arrive à une condamnation, etc., c'est microscopique. Et les peines d'amende sont hyper minuscules. Et alors les peines d'emprisonnement, il y en a jamais.
Euh, alors, on dit souvent dans les médias de droite, oh là là, mais les employeurs, ils risquent la prison s'ils font n'importe quoi que ce soit et tout. En fait, non, ils risquent la prison jamais pour quoi que ce soit, même quand ils tuent des gens littéralement au travail, ils ont rien. Ils ont des amendes éventuellement, mais souvent avec sursis. Donc bon, alors je vous dis ça pas pour vous dissuader de les saisir, parce que heureusement, souvent quand même, l'intervention de l'inspection, même si les employeurs n'ont pas forcément très peur, ils aiment pas ça, et ils savent que plus ils déconnent, une fois qu'ils sont dans le radar, plus quand même ils risquent de se prendre un peu des prunes par-ci par-là, des trucs pas forcément très lourds, mais qui les font chier, quoi. Et notamment, il y a d'autres trucs que l'inspection peut faire et qui les emmerde, c'est de leur refuser l'autorisation de licencier des salariés protégés, donc notamment des délégués syndicaux, des élus du personnel, etc. Ça, ils ont une décision. C'est de leur refuser des dérogations sur des dépassements d'horaires, des dépassements des choses, ou sur l'utilisation de certaines machines, ou des choses comme ça. Ils peuvent aussi leur demander de faire vérifier des machines, des installations électriques, de ne pas utiliser, de mettre au rebut certaines machines et tout. Et tout ça, c'est des trucs quand même qui les font un peu chier, qui les empêchent un peu de tourner en rond. Donc il y a quand même un pouvoir de nuisance qui fait que il est possible d'obtenir quand même des trucs. Mais c'est pas non plus Judge Dredd, quoi. Enfin, c'est quand même un peu limité. Euh, et du coup, je vais faire un peu le la transition vers la suite, où je vais évoquer rapidement l'URSSAF, sauf s'il y a des gens qui écoutent et qui auraient des questions sur l'inspection du travail, mais dans ce cas, vous pouvez les poser dans le chat et je reviendrai dessus. Euh, L'URSSAF, c'est un petit peu similaire au sens où c'est un corps de contrôle qui là dépend de la sécurité sociale et pas de l'État, parce que l'inspection du travail, c'est le ministère du travail, donc c'est des fonctionnaires de l'État. L'URSSAF, c'est l'Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, donc c'est des salariés de droit privé de la sécurité sociale. Mais ils ont une mission de contrôle du recouvrement des cotisations sociales et patronales. Et l'URSSAF, alors ça, les employeurs, ils en ont beaucoup plus peur et ils les détestent sans doute encore plus. Parce que tout simplement ils ont la main sur des sanctions beaucoup plus sur le portefeuille et beaucoup plus lourdes financièrement et beaucoup plus directes. Et là, ça leur plaît pas du tout. Et donc, moi, ce que je donne souvent comme conseil, c'est quand vous saisissez l'inspection du travail, alors, sauf si la question que vous posez, le problème que vous avez, n'a aucun impact sur la rémunération. Par exemple, ça peut être une question juste sur la sécurité au travail où il n'y a pas du tout d'influence sur votre salaire et tout. Donc dans ce cas, l'URSSAF ne sert pas à grand chose, enfin n'est pas impliqué dans le truc. Par contre, dès qu'il y a un truc où on vous a pas payé certaines primes, où on vous a pas payé certaines heures sup, certains jours, où on traîne à vous donner le 13e mois ou je sais pas quoi, euh, tous ces trucs-là, si vous faites du travail et que l'employeur il vous paye pas certains trucs, l'URSSAF a tout de suite la puce à l'oreille de ah, est-ce qu'il n'y aurait pas du travail dissimulé ou de la non-déclaration de cotisation, quoi. Et ça, l'URSSAF, il rigole pas du tout là-dessus. S'il y a des trucs comme ça, il va fouiner directement dans les comptes et eux, ils peuvent demander les comptes et tout. Alors, l'inspection aussi, mais les sanctions sont beaucoup moins lourdes derrière. L'URSSAF, tout de suite, ils disent ok, bah un redressement, s'il y a travail dissimulé et tout, et ils font des forfaits. C'est-à-dire que s'il y a des trucs, par exemple, qui sont il y a eu tant d'heures sup, vous avez chiffré tant d'heures sup qui n'ont pas été payées, et l'employeur il dit non non mais il y a rien et tout, en fait c'est à l'employeur de comptabiliser les horaires de ses salariés. S'il le fait pas, l'URSSAF peut décider d'appliquer un forfait et dire ok bah là il y a 6 mois non payés. Je dis 6 mois parce que ça m'est arrivé dans certains cas où il y avait
des gens qui bossaient non déclarés sur un marché de Noël et qui l'employeur disait ah non mais je les ai embauchés que hier sur le petit stand sur le marché de Noël, ça fait que 2 jours qu'ils bossent. Les salariés eux-mêmes disaient bah non ça fait plus longtemps que ça mais je sais plus exactement depuis quand et tout. Et l'URSSAF ils ont dit ok on sait pas, bon bah c'était à l'employeur de tenir une comptabilité, donc c'est 6 mois de redressement, paf. Et du coup bah ça a fait mal au cul directement quoi. Donc l'URSSAF honnêtement ça vaut le coup de les mettre dans la boucle et de dire à votre employeur que vous les mettez dans la boucle. Alors là, pour le coup, l'URSSAF, eux, ils sont pas forcément, je sais pas s'ils ont la même obligation de levée de confidentialité et tout. Donc, à manier avec un peu plus de précaution au sens où ça vous out peut-être plus facilement. Mais si vous êtes de toute façon déjà un peu en conflit avec votre employeur, bah là, une artillerie lourde, pour le coup, c'est de dire, ok, bah, on va voir avec l'URSSAF. Vous m'avez pas payé ça, 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 donc ça veut dire que vous n'avez pas payé de cotisation sur ça, 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 de travail que j'ai effectué et sur lequel j'aurais dû cotiser, vous auriez dû cotiser pour moi. L'URSSAF va pas être content. Voyons voir ce qu'ils ont à dire. Ça, votre employeur, il va pas aimer. Alors, ça va pas être un bon quart d'heure pour vous, mais non, mais par contre, il va pas aimer, mais il va aussi flipper un peu et il se peut qu'il dise ouais ok bon on va regarder ça parce qu'il a peur d'un recouvrement forfaitaire donc ça voilà c'est plutôt une bonne astuce entre guillemets, c'est plus l'artillerie lourde justement un petit peu corollaire de ça de l'URSSAF. Il y a aussi les impôts, l'administration fiscale. Il y a pareil des services des impôts des entreprises, des SIE. Nous, les particuliers, on a des SIP, les services d'impôts des particuliers, mais aussi des services des impôts des entreprises. Dans chaque département, ou même il y en a plusieurs par département aussi. Et bah pareil, les entreprises doivent déclarer l'activité qu'ils font, le chiffre d'affaires qu'ils produisent, leur masse salariale, etc. Pour que l'administration fiscale calcule leur impôt sur les sociétés, leur imposition sur un certain nombre de taxes et de trucs fiscaux. Enfin, alors je m'y connais moins, c'est pas mon rayon immédiat, mais en tout cas, là aussi, de leur activité, de leur masse salariale et de leur déclaration dépendent un certain nombre de conséquences fiscales. Et donc, si là aussi ils font des trucs par la bande, où ils vous la mettent à l'envers, où ils déclarent pas certains trucs, où ils vous payent pas certains trucs, et tout, ça peut avoir des conséquences fiscales, et là c'est pareil, l'administration fiscale, ça rigole pas du tout, ils aiment pas du tout que de l'argent qui devrait rentrer dans les caisses ne rentre pas dans les caisses. Alors, je dis ça peut faire sourire certains, certaines, parce que évidemment qu'on a tous et toutes les exemples de Total, de Amazon et tout qui payent pas d'impôts, machin, mais ça c'est à un degré encore au-dessus et encore des magouilles d'une ampleur bien bien plus supérieure. Mais une entreprise PME française de base euh, qui respecte à peu près la réglementation normalement et qui fait des petits trucs par la bande, si on les dénonce à l'administration fiscale, ils sont pas forcément contents et ils vont. Alors, il se peut qu'ils leur donnent au final des délais, des machins et tout, mais en tout cas, si vous mettez à votre employeur que vous saisissez l'URSSAF, l'administration fiscale et l'inspection du travail, ça peut les calmer un peu. Ils peuvent se dire ah ouais bon en fait on était en train de magouiller pour faire des économies de bout de chandelle pour pas payer le 13e mois en novembre mais le payer en juin prochain parce qu'on est un peu juste en trésorerie, sauf que vous votre 13e mois vous le voulez en novembre et pas en juin prochain. Bah il se peut que si vous mettez ça, et notamment si vous n'êtes pas seul, mais si vous êtes en collectif, mais là je reviens sur un peu un truc syndical, c'est de toujours essayer de faire les actions en collectif et pas seul en rang dispersé, mais bon, c'est encore autre chose, mais voilà. Si vous êtes plusieurs à dire ça et à mentionner tous ces acteurs-là qui peuvent avoir des réels moyens de sanction et de nuisance vis-à-vis de l'employeur, ça peut les calmer un peu et que, même si
Le chef d'entreprise dit ah, ils me font chier, ces révolutionnaires gauchistes qui veulent m'empêcher de tourner en rond. Il se peut que le comptable ou le directeur financier ou le RH ou quelqu'un qui a un peu plus la tête sur les épaules dise ouais bah là en fait patron on risque des redressements des machins et que les impôts mettent leur nez dans nos comptabilités, ce qui est peut-être pas génial. On va peut-être du coup faire et puis on verra autrement la prochaine fois. Voilà, c'est pas garanti, hein, évidemment, tout ça, mais c'est des petits points, des petites astuces et tout. Bon, je pense qu'il faut évoquer aussi le conseil de prud'homme. Alors là, c'est autre chose, c'est la justice, donc c'est un tribunal. Euh, Ce que je disais tout à l'heure, l'inspection du travail, elle est compétente, l'inspection du travail, sur les situations de contrat en cours. C'est-à-dire que elle peut intervenir pour vous aider tant que vous êtes en contrat dans une entreprise. Jusqu'à la rupture du contrat. Licenciement, démission, rupture conventionnelle, mise à la retraite, départ volontaire, etc., etc. Mais jusqu'au moment d'une rupture de contrat, vous pouvez faire appel à l'inspection du travail qui peut vous aider à bah, soit rétablir vos droits, soit empêcher une éventuelle rupture qui se profilerait. Par contre, dès lors que vous avez eu une rupture du contrat, même si elle est aussi abusive qu'elle peut être, c'est-à-dire que on vous a fait un licenciement n'importe comment, en respectant aucune forme et tout, c'est quand même une rupture. Le contrat il est rompu si on vous a dit vous êtes licencié sur un coin de papier, vous êtes licencié et l'inspection du travail peut rien faire. Pour vous, en tout cas, elle peut par contre aller mettre son nez dans l'entreprise pour éviter qu'il y en ait d'autres à qui ça arrive, mais pour vous, elle pourra rien parce que le contrat est rompu et que du coup, ça devient de la compétence du juge prud'homal. Et donc, tout ce qui est rupture de contrat, c'est les prud'hommes. Alors après, les prud'hommes, ils sont aussi compétents pour certains litiges en cours de contrat, en parallèle avec l'inspection du travail. Simplement, souvent, il vaut mieux quand même essayer de faire appel à l'inspection et éventuellement à l'URSSAF, aux impôts et puis aux syndicats, etc. pour les litiges en cours de contrat, parce que les prud'hommes, une procédure prud'homale, en gros, ça dure entre 2 et 3 ans minimum. Et donc, si c'est sur un litige en cours de contrat pour un truc pas forcément très compliqué juridiquement ou pas trop lourd, bah ça vaut le coup d'essayer de faire autrement un peu plus rapide. Maintenant, il y a des fois où ça peut se justifier, notamment il y a des gens qui ont obtenu de faire reconnaître une discrimination dans leur exécution de contrat de travail parce que ils étaient syndicalistes, ou ils étaient en situation de handicap, ou ils étaient de telle ou telle minorité, etc. Et que du coup ils n'avaient pas eu un avancement de carrière, des promotions, des formations, des choses comme ça, que avaient les personnes qui avaient à peu près les mêmes qualifications, qui étaient entrées en même temps dans l'entreprise et tout. Et ça, il y a que les prud'hommes qui peuvent le faire, et donc ça s'est fait en cours de route, mais souvent en réalité c'est des choses qui se font à une rupture de contrat, où les prud'hommes ils vont réexaminer tout ce qui s'est passé avant. Donc bon, pour faire simple, on va dire que les prud'hommes c'est quand même plutôt pour juger de la rupture du contrat de travail, c'est quand même largement pour ça que c'est utilisé. Et du coup, les prud'hommes, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est donc un tribunal à compétences spécifiques qui donc traite des litiges sur l'exécution des contrats de travail, qui est donc ouais, une juridiction d'exception. Euh, Elle donc a la particularité d'être, les magistrats sont élus. C'est assez rare en droit français. Chaque juridiction, enfin il y a des chambres, il y a des chambres prud'homales, il y a plusieurs en fonction des domaines de métier. Bon, je ne veux pas faire le détail, hein, il y a des exposés plus précis, mais dans chaque chambre, enfin dans chaque audience, procès, on va dire, il va y avoir deux juges patronaux et deux juges salariés. Il y a quatre juges qui vont juger votre dossier.
Euh, et donc les deux juges patronaux font partie du pool de juges patronaux de ce conseil de prud'homme qui sont élus par tous les représentants d'employeurs de ce ressort-là, donc de ce conseil de prud'homme, de ce département ou de ce lieu. Et les juges salariés sont élus par les salariés. Alors il y a des élections prud'homales, il y a pas beaucoup de participation, il y a voilà, c'est pas ouf en termes de représentativité et tout, mais il n'empêche que c'est du coup un truc qui existe et où vous pouvez choisir quand même vos représentants au sens, enfin c'est pas vos représentants, mais c'est les magistrats qui vont juger vos potentiellement vos affaires et celles de vos collègues. Et du coup, bah, ça peut être bien de choisir des gens d'un syndicat qui vous parle, par exemple Solidaire, mais éventuellement d'autres, mais enfin voilà. Il y en a hein, quelques juges prud'homaux de Solidaire dans certains départements et tout. Euh, et, euh, et donc deux juges patronaux, deux juges salariés qui en fait bah, examinent tout un tas de procès et c'est pas prévu comme ça dans la loi, mais en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est une juridiction un peu de négociation, où ils se mettent d'accord entre les salariés et les patrons sur bon, alors telles affaires, telles affaires, telles affaires. Quand même, les patrons, ils ont déconné, donc les juges salariés disent aux juges patronaux, bon bah là, celle-là vraiment, vos collègues là, patrons, ils ont vraiment déconné. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ça, vous nous les laissez. Et à l'inverse, telles et telles affaires. Bon, les salariés, ils ont certains arguments, mais en même temps, c'est pas très étayé, donc à la limite, on vous les laisse. Alors, ça paraît peut-être un peu magouillé comme ça, c'est pas tout à fait si caricatural que ça, et en fait, c'est quelque chose qui se passe aussi dans les parquets, dans la justice de droit commun, où bah en fait entre les juges et les procureurs, etc. Il y a des négociations de bon, ce dossier-là, il est vraiment à chier, donc on vous le passera pas. Par contre, sur celui-là, on vous fait une fleur. Enfin bon, donc en réalité, c'est pas si dramatique que ça. Euh, Ça vous a pas échappé que j'ai dit donc il y a deux juges patronaux et deux juges salariés, donc quid de et donc ils votent le cas échéant. Alors souvent ils votent à l'unanimité puisque je vous dis ils se mettent un peu d'accord, mais il y a quand même des cas où bah ils sont pas d'accord et où souvent ils se retrouvent à deux contre deux. Et dans ce cas, on fait intervenir un juge départiteur qui est du coup un juge professionnel là, qui vient du tribunal judiciaire de droit commun pour bah, départager dans certains cas. Mais en fait, je crois qu'il y a, dans mon souvenir, il y a que 10% des affaires à peu près qui finissent en départage, donc qui demandent l'intervention d'un juge départiteur. Sur les 90% d'autres, en fait, ils se mettent d'accord sur soit c'est l'un, soit c'est l'autre qui a raison, quoi. Et voilà. Alors le problème ouais, des prud'hommes, donc c'est le délai de traitement. Alors il y a possibilité de saisir en référé. Le référé en justice, c'est la procédure d'urgence. C'est le juge de l'évidence. Donc c'est quand il y a des manquements évidents où bah, je sais pas, vous pouvez prouver de manière très simple que vous avez fait votre travail, que vous avez été à votre poste de travail et que on vous a pas payé pendant plusieurs mois, vous pouvez saisir le juge des référés prud'homal pour dire bah, dans un premier temps, prenez des mesures d'urgence pour donner, enfin, obliger l'employeur à s'exécuter en me versant mon salaire. Le problème, c'est que autant dans d'autres matières, le référé, ça peut être des trucs qui vont en un mois ou deux mois, autant au prud'homme, c'est tellement la merde, la justice prud'homale est tellement laissée pour compte et tellement engorgée que selon les endroits, le référé lui-même peut durer 6 mois ou voire un an. Ce qui n'est pas du tout une procédure d'urgence. Donc voilà, faut se renseigner éventuellement parce qu'il y a sans doute des ressorts, des endroits où c'est un peu plus rapide.
Mais malheureusement, c'est pas toujours très rapide et enfin, l'urgence c'est pas évidente au terme, enfin, au titre des délais de traitement, quoi. Donc bon, c'est à garder en tête et ça peut valoir le coup. Alors, pour savoir un peu comment saisir les prud'hommes, il n'est pas obligé d'avoir un avocat. Alors je vois qu'il y a Monsieur Odd qui fait coucou. Je finis mon petit truc et n'hésite pas si t'as des questions spécifiques. Pour saisir les prud'hommes, il n'y a pas besoin d'avocat. Il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit si ce n'est de vous envoyer un courrier ou même aller au greffe du tribunal, c'est-à-dire à l'accueil du tribunal, déposer un courrier reprenant vos griefs, donc ce que vous reprochez à votre employeur, et il faut les chiffrer. C'est pour ça que c'est quand même pas facile de le faire soi-même, donc c'est quand même mieux et soit d'avoir un avocat, mais un avocat c'est payant et donc c'est quand même pas forcément facile, parce que souvent vous payez en amont. Ou alors il y a des défenseurs syndicaux. Les défenseurs syndicaux, c'est donc des salariés, ou alors aussi des retraités des fois, qui sont syndiqués d'un syndicat, adhérents d'un syndicat, et qui sont nommés par ce syndicat auprès d'un conseil de prud'homme pour défendre les salariés. Et pour défendre d'ailleurs pas forcément que les salariés qui sont eux-mêmes adhérents à ce syndicat, mais tous les salariés concernés par ce tribunal. Après, euh, souvent, bah, les gens qui veulent contacter un défenseur syndical vont contacter celui soit de leur syndicat s'ils sont adhérents, ou soit d'un syndicat qui leur paraît proche de leurs idées, de leurs convictions. Mais en tout cas, il y a des défenseurs syndicaux de tous les grands syndicats à peu près partout. Euh, et du coup, le défenseur syndical, bah, il va voir avec vous pour justement faire ce dossier, chiffrer les demandes, parce que c'est important, il faut vraiment pour saisir la justice, il faut que la justice, elle sache combien vous demandez en gros pour il faut dire j'ai 157 heures sup depuis le 12 février 2023 jusqu'au 17 novembre 2024 qui représente 3712,38 j'ai machin, enfin faut que ce soit très précis et tout. Après de toute façon le juge lui il refait des calculs, mais s'il y a rien, il dit bah non c'est pas précis, c'est pas comme ça qu'on me saisit, allez vous faire voir quoi. Et donc une fois qu'on a saisi ça, il faut évidemment joindre les éléments de preuve qu'on peut, tout ce qu'on peut, justement en termes de planning, en termes de communication écrite de l'employeur, éventuellement de constat de l'inspection du travail si vous les avez fait intervenir à un moment avant, d'échanges mail, de n'importe quoi, hein. Il y a plein de trucs qui peuvent servir d'éléments de preuve, notamment parce que on estime que comme c'est quand même les salariés qui sont la partie la plus faible, la plus vulnérable dans la relation de travail, bah, du coup, les salariés, ils ont à apporter des commencements de preuve, on appelle ça en droit, donc des éléments qui permettent de faire supposer qu'il y a quelque chose, à charge après pour l'employeur d'établir que non, il n'y a pas quelque chose. Enfin, en termes de charge de la preuve, c'est un peu comme ça. Donc du coup, faut mettre un peu tout ce qu'on peut, même des SMS, même euh, vous avez noté sur votre calepin tous les jours en arrivant, je suis à l'heure à laquelle vous êtes arrivé et tous les soirs en repartant l'heure à laquelle vous êtes reparti, bah vous donnez le calepin avec tous ces trucs-là. C'est un élément de preuve de départ. Après, l'employeur il devra dire ah bah non c'est faux parce que regardez, moi j'ai compté de mon côté. Bah oui mais encore faut-il qu'il l'ait fait. Donc voilà. Et vous avez donné tous ces éléments-là. Et après, bah, la procédure suit son cours. Mais ça prend du temps. Il y a d'abord une conciliation. Le tribunal réunit l'employeur, le salarié, ses représentants pour voir si on peut pas se mettre d'accord sur dire bon bah
vous demandez 4 000 euros, l'employeur il pense qu'il a pas tort, mais il est prêt à vous donner 500 euros. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors en général, ça se passe pas. Je sais plus. Je crois que là aussi, il y a très peu de cas qui, en réalité, débouchent réellement sur une conciliation, mais c'est un passage obligé. Et après, seulement, il y a une audience, et du coup, c'est là que souvent l'audience, c'est genre 1 an et demi après, ou des choses comme ça. Donc bon, c'est pas ouf, c'est en tout cas pas de l'urgence. Il faut savoir que il faut être en capacité de faire autre chose de sa vie en attendant le résultat des prud'hommes. Ce qui est pas toujours facile, hein, parce que souvent on met beaucoup là-dedans d'espoir d'être rétabli un peu dans ses droits et tout. Sauf que ça viendra dans longtemps. C'est pas du tout garanti qu'on gagne, même quand on est persuadé qu'on a raison juridiquement et tout. C'est jamais garanti qu'on gagne. On n'est pas à l'abri que ça, que, y compris pour des raisons de négociation interne, comme je disais tout à l'heure, bah, notre dossier il passe à la trappe. C'est pour ça que des fois il faut faire appel, parce que quand on va en appel sur les prud'hommes, là on va à la cour d'appel et là c'est des magistrats professionnels et il n'y a plus cette histoire de négociation entre le patronat et les syndicats de salariés. Alors après ça reste la justice bourgeoise, hein, donc bon, il y a ses propres aléas, mais c'est pas la même, tout à fait le même regard, quoi. Mais donc voilà, les prud'hommes, c'est pas inutile, évidemment, il y a des fois où il faut le faire et ça peut permettre de récupérer quand même des sommes non négligeables, mais il faut se dire c'est pas un truc d'urgence, quoi. Euh, voilà, je pense, je suis allé peut-être un peu vite ou je sais pas, ou pas du tout, j'en sais rien. Euh, je sais pas, est-ce que Monsieur Odd, qui a fait coucou, veut poser une question éventuellement, ou quelqu'un d'autre qui serait dans les parages et qui aurait des questions. Sinon, je peux aussi après parler peut-être peut-être de la médecine du travail qu'on confond, enfin qu'il y a pas mal de gens qui confondent avec l'inspection du travail, qui savent pas trop ce que ça recouvre. La médecine du travail, c'est alors dans la plupart des cas, les entreprises adhèrent à un service inter-entreprise de médecine du travail. Aujourd'hui, ça s'appelle un service de prévention et de santé au travail, SPST. Euh, et inter-entreprise, ça veut dire que c'est un service de médecine du travail qui couvre plein d'entreprises dans un département, dans une région, voilà. Et donc chaque entreprise adhère à ce service en payant une cotisation d'adhésion et en ayant en retour des prestations. Les prestations, ça va être donc les visites médicales obligatoires de la médecine du travail, donc visite d'embauche. Normalement, on doit avoir une visite à l'embauche. C'est pas toujours fait, c'est même des fois, ou alors c'est fait au bout de 1 an, 2 ans de présence dans l'entreprise, ou alors les gens savent même pas que ça existe et tout. Sauf qu'en fait, ça reste une obligation, et quand vous arrivez dans une entreprise, vous avez le droit de le demander, même si vous avez pas trop conscience de l'intérêt que ça peut avoir. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément inutile et pas forcément négligeable. Et en tout cas, si on vous l'a pas fait, vous pouvez le demander, ou en tout cas, vous pouvez aussi le garder sous le coude pour un éventuel litige auprès de l'inspection du travail ou de la ou auprès des prud'hommes pour que ça rajoute un manquement par l'employeur
euh, commis par l'employeur, quoi. Alors obligatoire à chaque embauche, oui, sauf dans le cas des intérims ou des CDD où là il y a des dispositions particulières qui couvrent le fait d'avoir été mis à disposition dans des missions successives dans la même entreprise ou même dans des entreprises différentes mais d'une branche d'une même branche sur des postes similaires et où là il y a des dispositions qui font que la première visite vaut pour les suivantes et je sais plus pour combien de temps exactement, mais c'est prévu. Et donc il n'y a pas à chaque mission d'intérim besoin de refaire une visite d'embauche. Tant que c'est effectivement, mais par contre, pour des CDI, il faut la refaire, même si c'est sur des jobs similaires, dans des branches, dans la même branche, etc. Mais pour ce qui est des contrats précaires, donc CDD, intérim, là ouais, il y a des dispositions qui étendent la validité d'une visite sur un certain temps, je sais plus lequel, peut-être 2 ans, peut-être, je sais plus. Euh, pour alors 5 ans, c'est peut-être 4, peut-être 5. C'est vrai que alors en CDI, je crois pas, hein, si mes souvenirs sont bons, mais parce que il faut savoir que la médecine du travail, c'est aussi un secteur hyper en crise. Il y a 2 tiers des médecins du travail qui vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Il y en a quasiment plus. C'est aussi la faute du numerus clausus et tout, où ils font aucun effort pour recruter les médecins du travail. Et du coup, il y a eu à peu près une loi chaque année depuis 2012 qui assouplit et qui réduit les obligations en termes de suivi médical des salariés. Et donc, à une époque, la visite était obligatoire tous les ans et le suivi renforcé c'était tous les 6 mois. Et après se passer à 2 ans et suivi renforcé tous les 1 an. Après se passer à 4 ans. Maintenant c'est tous les 5 ans avec, enfin, au moins un entretien infirmier tous les 5 ans et etc. Et par contre sur la validité d'une visite d'embauche en CDI dans le même domaine, peut-être à vérifier. J'avoue que j'ai pas vu ce dernier développement-là, mais ça fait 2 ans que j'ai quitté le milieu juridique du travail directement, donc j'ai peut-être pas suivi la dernière évolution. Euh, il n'en reste pas moins que du coup, il y a une visite d'embauche, en tout cas obligatoire, effectivement, à l'entrée dans un emploi. Il y a des visites obligatoires quand on reprend après un arrêt d'une durée suffisante, je crois que c'est 30 jours, mais pareil, sous réserve. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la médecine du travail, elle est indépendante. Alors, c'est un bien grand mot. C'est dans le principe. Après, ça dépend beaucoup des médecins eux-mêmes. Il y a des médecins qui tiennent beaucoup à ce rôle d'indépendance et qui font le job d'être un certain contrepoids aux employeurs ou qui essayent en tout cas de faire les choses bien pour les salariés. Il y en a vraiment. Euh, et il y en a qui font un peu pas grand-chose et qui s'en foutent. Et il y en a aussi qui sont carrément pro-employeurs et qui sont des teignes et qui font carrément les choses pour les employeurs. Donc il y a vraiment les trois. Donc ça dépend beaucoup de sur qui vous tombez. Mais dans le cas où il y a quelqu'un de pas mal, ça peut être un allié sur un certain nombre de situations. Et il faut savoir que il est possible de demander une visite à la médecine du travail en tant que salarié et de l'obtenir. C'est-à-dire que ça fait partie de la prestation de service qu'offre le service de santé au travail à l'employeur en payant sa cotisation, son adhésion au service de santé au travail. C'est-à-dire que l'employeur lui aussi peut demander, hors des cas réglementaires,
à envoyer un de ses salariés en visite médicale du travail parce que il veut faire vérifier son aptitude à tel truc ou machin ou quoi, il peut le faire et vous pouvez pas vous y opposer, vous, si vous êtes salarié. Mais à l'inverse, la contrepartie, c'est que le salarié, lui, peut aussi demander à être vu par la médecine du travail, notamment si par exemple on lui demande de faire telle nouvelle tâche, tel nouveau truc, on veut installer tel nouvel équipement, nouveau logiciel, nouveau matériel, et que lui il estime que bah il y est pas apte ou que ça risque de poser des risques spécifiques sur sa santé ou quoi, il peut demander à être vu par la médecine du travail sans justification, et la médecine du travail doit le recevoir. Alors pas forcément le lendemain parce qu'ils ont un planning et tout, mais en général dans les 1 ou 2 mois suivants, il doit recevoir le salarié. Et, et troisième truc, le médecin du travail aussi lui-même peut s'auto-saisir. Alors il le fait pas forcément beaucoup parce que eux aussi sont très peu nombreux et ils couvrent des milliers et des milliers de salariés sur leur portefeuille et donc ils le font pas beaucoup. Mais s'ils savent que dans une entreprise il y a des trucs qui déconnent et que ils ont vu passer la situation de tel salarié qui a été signalé ou quoi machin, ils peuvent s'auto-saisir et demander à voir tel salarié en visite médicale pour vérifier que ça se passe bien ou pour formuler des restrictions et tout. Et ce que peut faire le médecin du travail, du coup, c'est formuler des inaptitudes, donc une interdiction pour l'employeur de vous affecter à tel poste ou à telle tâche. C'est vraiment pour protéger le salarié. Alors, c'est pas toujours vu comme ça par les salariés, parce que des fois ils disent ah bah, je suis inapte, ça veut dire que je peux plus rien faire et tout. Déjà, c'est inapte dans cette entreprise, mais pas dans une autre entreprise. Si le médecin du travail il a dit vous êtes inapte à tel poste chez Renault, ça ne vous empêche pas du tout une fois que vous êtes licencié ou quoi, d'aller occuper le même poste chez Peugeot, parce que ils sauront pas que vous avez été inapte chez Renault, enfin ils ont pas à le savoir en tout cas, et c'est pas inapte, ça veut pas dire que vous êtes incapable, que vous êtes nul, que machin. C'est pour protéger votre santé. Alors après, parfois, enfin je dis pas que c'est toujours parfait l'inaptitude et que c'est génial et tout, hein, mais c'est vraiment normalement pour protéger la santé du salarié et en tout cas c'est des décisions qui s'imposent aux employeurs. Les employeurs peuvent pas, ils peuvent normalement, ils peuvent pas se torcher avec l'avis du médecin du travail. Des fois, ils le font, mais s'ils le font, on peut bah, leur reprocher auprès de l'inspection du travail ou en obtenir réparation lors d'un litige éventuellement au prud'homme et tout. Enfin, c'est toujours pareil, hein, c'est à double tranchant et tout, mais normalement, quand même, l'employeur, s'il y a un avis du médecin du travail qui dit pas de port de charge de plus de 5 kilos, ou pas de travail le dimanche, ou pas de travail de nuit, ou je sais pas quoi, bah, l'employeur il est obligé de s'y conformer, et donc ça, bah, ça peut quand même aussi être un allié dans certains cas pour bah, se faire rétablir dans ses droits. Si jusqu'ici on a dit bah non, c'est trop dangereux pour ma santé de travailler de nuit, et que l'employeur dit bah cause toujours et tu travailles de nuit, bah allez voir le médecin du travail en expliquant ce problématique de santé et que le médecin du travail le mette noir sur blanc, bah ça peut permettre d'obtenir que l'employeur il peut pas faire autrement que dire ok c'est toi, bah je te mets sur des postes de jour parce que la médecine du travail l'a dit. Alors il se peut aussi, c'est là où c'est aussi à double tranchant, que l'employeur dise ah bah j'ai pas de place pour un poste de jour donc je vais être obligé de te licencier, mais c'est pas si simple parce qu'il normalement il doit quand même faire une obligation de reclassement et que c'est pas si simple que ça et tout, mais oui c'est aussi quand même quelque chose qui existe, donc c'est évidemment je dis pas que voilà tout est beau et tout est parfait, c'est à réfléchir en termes de stratégie et c'est pour ça que c'est bien dans toutes ces démarches là de, si possible, se faire conseiller par un syndicat pour choisir qui aller voir, qui saisir, dans quel ordre, selon quelle modalité, etc. Euh, Éventuellement, dans un premier temps, de demander ça aux représentants du personnel dans votre entreprise, s'il y en a, ça dépend de la taille, mais qui peuvent vous conseiller un peu, mais c'est quand même bien d'aller voir un syndicat pour se faire orienter vers ces différentes démarches-là. Toutes ces démarches-là que j'ai décrites là ce soir, c'est donc des démarches juridiques, on va dire, auprès des autorités. C'est pas toujours
le plus pertinent, c'est pas toujours le plus efficace, c'est pas toujours même efficace tout court. Ça reste des autorités d'État ou en tout cas para-étatiques et donc avec les défauts qu'elles peuvent avoir, mais c'est des outils qui existent et qu'il faut savoir mobiliser à certains égards et dans certains cas, parce que ça peut aider et que bah, des fois ça peut économiser les forces syndicales ou les forces juste collectives de s'appuyer sur des autorités quand on peut les avoir de notre côté, sans avoir d'illusion forcément sur ce qu'elles font en général et sur quoi elles sont bâties. Et pour accéder à tout ça, ouais, le relais d'un syndicat, c'est quand même hyper précieux. Du coup, bah, voyez si les syndicats de votre métier, de votre département font des permanences, répondent à des mails ou organisent des journées ou des soirées de permanence à la Bourse du Travail ou à l'Union locale, des choses comme ça peut permettre d'avoir un premier d'information quoi. Et puis bah sinon vous me demandez à moi. Euh, je pense que je vais continuer à faire ponctuellement comme ça des petites heures d'infos syndicales sur Twitch. Là, celle-ci, je l'ai enregistrée, donc je vais essayer de voir si elle se publie, s'il faut que je fasse quelque chose en particulier. Comme ça, elle pourra être accessible après. Et n'hésitez pas, du coup, s'il y a des gens qui la voient, soit qui l'ont vue en direct, ou soit qui la voient a posteriori, à me poser des questions sur Blue Sky, ou à me donner des sujets, des idées de trucs que je pourrais évoquer, qui vous paraîtraient utiles pour, euh, pour des prochaines petites sessions comme ça. Je sais pas si là il y a d'autres d'autres questions là ce soir sur les sujets que j'ai abordés. Je peux encore prendre des questions éventuellement une minute ou deux, et puis sinon je pense que je vais boucler pour ce soir. Je sais pas s'il y avait d'autres personnes euh, que Monsieur Odd qui a participé dans le chat, mais je crois qu'il y a potentiellement d'autres gens éventuellement qui regardent mais qui ne sont pas connectés au chat. Mais bah écoutez, voilà, bah merci beaucoup, merci à toi de tes quelques questions et de ta participation. Et puis je vais voir ouais pour mettre le truc en ligne et je refais un petit créneau comme ça, un de ces quatre. Voilà, je vais réfléchir un peu à ce qui pourrait être utile comme présentation. Allez, bonne soirée tout le monde.